Voilà. Voilà, donc cette présentation porte sur les conséquences de cette pandémie Covid-19 que nous connaissons sur les ménages. Donc, comme on dit, effet redistributif. Donc, ici, il s'agit de voir comment les ménages ont été impactés en termes de revenus qu'ils ont effectivement perdus, en termes d'inégalité, parce qu'on s'attend à ce que les ménages soient impactés différemment, mais également en termes de pauvreté. Et ensuite, nous allons voir quelles sont les options que l'État pourrait voilà. Ensuite, on va voir quelles sont les options que l'État pourrait envisager pour pouvoir lutter contre ces conséquences de cette pandémie qui aura donc affecté évidemment les ménages. Donc, pour ce qui est du plan de présentation, nous allons parler du contexte. Ensuite, puisque c'est un travail de recherche, nous allons positionner le travail dans le débat scientifique en cours. OK. Ensuite, nous allons voir quels sont les objectifs de cette étude. Nous allons parler de la méthodologie qui est utilisée. Vous allez voir que ce n'est pas aussi compliqué que cela. Ensuite, pour ce qui est des données, nous allons utiliser des données d'enquête des ménages. Ensuite, les résultats qu'on a obtenus, on va essayer de partager les plus importants. Ensuite, nous allons voir ce que signifient ces résultats-là. Peut-être rappeler d'abord que ce travail s'inscrit dans le cadre d'un programme de recherche collaboratif entre EIRC, African Economic Research Consortium, donc le CREA de Nairobi, et l'Université de Cornell. Donc, l'idée, c'est de voir comment les économies africaines, comment les ménages africains ont été impactés par cette pandémie en termes de bien-être. Donc, cette recherche porte sur 4 pays, l'Éthiopie, le Kenya, le Ghana et le Sénégal. J'ai eu la charge de conduire ce travail-là pour le cas du Sénégal. Voilà, donc actuellement nous sommes à la phase finale de ce projet, à savoir la phase de publication de ces différentes études, de ces différentes recherches. Donc bientôt, les publications seront disponibles et on aura la possibilité de pouvoir les partager. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer donc. Maintenant, parlons un peu du Covid au Sénégal. Donc, pour ce qui est, donc c'est au mois de mars qu'on a eu notre premier cas ici au Sénégal. Maintenant, depuis lors, la pandémie a évolué de façon relativement significative. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, le pays, en termes d'infection, est placé à la 149e position à l'échelle mondiale, 15e en Afrique, avec plus de 15 000 cas et 317 décès. Maintenant, nous sommes vers une phase de ralentissement de cette propagation. Donc, les pics en termes de nombre de cas d'infection, mais également en termes de décès, ont été atteints il y a longtemps, donc au mois d'août, mais également pour ce qui est du nombre de cas, mais également la semaine vers la fin du mois de juin pour ce qui est du nombre de décès. Donc maintenant, pour cette semaine en cours, nous avons donc enregistré 135 cas et 3 décès. Ce qui veut dire que vraiment le phénomène est en phase de ralentissement et on le souhaite bientôt, la crise sera derrière nous. Maintenant, au fur et à mesure que cette pandémie se propageait et que la crise s'installait, donc il y a tout un ensemble de mesures prises par l'État pour pouvoir lutter contre la propagation de cette pandémie-là. Donc, on a pu avoir des mesures qu'on a rencontrées dans quasiment tous les autres pays, hein, à savoir les couvre-feux, les interdictions de rassemblement, les fermetures des écoles et universités, les limitations pour ce qui est des transports publics également privés, les déplacements interurbains qui étaient interdits, le port du masque qui était obligatoire, mais plus important encore, la sensibilisation des populations par rapport aux dangers associés à cette pandémie, mais également la promotion des gestes barrières. Maintenant, c'est une approche relativement efficace pour ce qui est du pays, parce qu'il y avait une organisation qui, à un moment donné, avait cherché à évaluer l'efficacité des mesures de réponse des différents États. Donc, parmi les 2 pays qui sont venus en tête, il y a la Nouvelle-Zélande et le Sénégal. Donc, c'est pour dire que les mesures ont été relativement efficaces. Maintenant, en termes économiques et sociaux, la crise a effectivement beaucoup affecté le pays. Et ça, c'est en plus des cas de mortalité qui sont vraiment, qu'il ne faut pas oublier. D'accord. Donc, ce qu'on a pu constater, c'est d'abord un ralentissement relativement important de l'activité économique, voire une contraction. Donc, beaucoup d'activités ont pu disparaître.
et de façon à ce que l'économie cette année va rentrer en récession. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qu'on n'a jamais connu dans l'histoire économique du pays, si nos souvenirs sont bons. Donc, chaque année, on a eu des croissances, mais je crois que cette année qu'on va avoir des récession. Bon, maintenant, on va vérifier si effectivement c'est le cas. Mais notre mémoire ne nous donne pas, si vous voulez, des épisodes de récession. Donc, ça veut dire que c'est relativement très important. D'autant plus que l'économie avant était dans une phase dans une trajectoire de croissance relativement soutenue, avec des taux aux alentours de 6 à 7% environ. Donc, maintenant, si vous regardez la prévision d'avant Covid et cette récession qu'on va avoir cette année, donc c'est 7 points de croissance qui sont perdus du fait de cette pandémie-là. Maintenant, la conséquence directe, c'est quoi? De ce ralentissement de l'activité économique, de cette contraction de l'activité économique, c'est les emplois qui disparaissent, mais également des revenus directs et indirects qui vont diminuer, voire disparaître. Et la conséquence directe pour ce qui est du point de vue des conditions de vie des ménages, c'est qu'on va assister effectivement à une précarisation relativement très importante. Maintenant, quels sont les canaux par lesquels cette précarisation se manifestera? D'abord, la pandémie aura un impact direct sur les revenus, aussi bien les revenus du travail que les revenus, par exemple, des transferts, par exemple. Donc là, on va s'attendre à ce que ces revenus baissent, voire disparaissent, parce que lorsque l'activité baisse, vous avez des ajustements qui se feront en termes en fait, d'utilisation réduite de la capacité de production, à savoir ce facteur de travail en particulier. Mais également, il y aura un impact direct sur la consommation, parce que lorsque vous avez la production, lorsque vous avez l'économie qui connaît des difficultés relativement très importantes, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va s'attendre à ce qu'il y ait une baisse de l'offre. Maintenant, si l'offre diminue, cela veut dire que c'est des biens et services de consommation qui vont être disponibles en quantité en moindre. Mais également, cette modification de l'offre aura une incidence sur les prix. Donc, certains prix peut-être seront amenés à diminuer, d'autres peut-être vont augmenter du fait de la raréfaction de ces biens sur ces marchés. Mais un autre élément important, c'est que les ménages ne peuvent pas faire appel au marché du crédit pour compenser cette perte de revenus. Parce que le climat d'incertitude et de risque amène les banques également à généralement refuser le crédit. Donc, cela va contribuer davantage à impacter la consommation. Et beaucoup de services qui sont importants du point de vue des ménages vont également connaître des interruptions. C'est le cas notamment des cantines scolaires que nous avons dans certaines zones telles que le milieu rural, où c'est des éléments qui sont très importants du point de vue des conditions de vie des ménages. On a également constaté une certaine saturation des services de santé. Cela veut dire que c'est les individus qui sont impactés par cette pandémie, mais indirectement, au lieu d'aller à l'hôpital, du fait de cette peur qui s'installe. Donc, on aura tendance, si vous voulez, à remettre au lendemain la plupart des sollicitations de santé. Mais également, vous avez des mobilités qui sont réduites, parce que là, on a parlé effectivement des mesures de confinement qui empêchent, par exemple, de quitter un endroit pour aller vers l'autre, surtout, et même si c'est possible. Donc, le temps est relativement restreint avec le couvre-feu qu'on a pu constater. Maintenant, qu'est-ce que l'État a pu faire effectivement pour aller dans le sens de réduire ces coûts relativement très importants? Donc, d'abord, il s'agissait du plan de résilience économique et sociale. Donc, avec un budget de 1000 milliards, donc c'est un plan qui était direct, pour l'essentiel axé sur les entreprises. Donc, il y avait des mesures d'ordre fiscal, des mesures du point de vue du financement. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aider les entreprises qui étaient dans des difficultés. Par exemple, du point de vue fiscal, il y avait ce remboursement de crédit TVA. Les entreprises pouvaient, par exemple, sursoir le paiement des impôts, par exemple, sur le bénéfice. Et ça veut dire que c'est des chiffres d'affaires, des revenus qu'elles pouvaient garder par devers elles et pouvoir faire face à cette crise qu'elles connaissent. Mais également du point de vue du financement, il y avait des mécanismes importants qui étaient mis en place par l'État en partenariat avec les banques, non seulement les banques commerciales, mais également la Banque centrale. Donc, il s'agit non seulement de fonds qui étaient mis à la disposition des entreprises, mais également des fonds qui pouvaient être accessibles à des taux relativement avantageux, donc des conditions relativement avantageuses. Maintenant, pour ce qui est de la dette que les entreprises avaient vis-à-vis de l'État, donc généralement, l'État leur pardonnait ces dettes-là. Maintenant, au-delà de ces mesures, il y avait également un soutien en termes de conseil et d'assistance de cet organisme qui est l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Donc, on s'est rendu compte que c'était les structures de production qui étaient relativement les plus impactées. Donc, l'État avait donc ces mécanismes qui pouvaient les accompagner, les donner des conseils, les donner une assistance en termes de moyens devant leur permettre de faire face à ces crises-là.
Maintenant, on a senti quelques limites, si vous voulez, à cette stratégie de réponse. D'abord, le ciblage était relativement limité. Donc, c'est évident que les ressources étaient là, mais du moment qu'il n'y avait pas d'études approfondies qui pouvaient nous renseigner sur la distribution des coûts, comment la structure de production a été impactée, donc il était un peu difficile de voir comment orienter ce fonds important ou bien cet arsenal d'outils que l'État avait donc décidé pour voir quels sont les secteurs qu'il faut aider le plus, quelles sont les branches qu'il faut aider le plus, etc. Il y avait ce problème de ciblage. Maintenant, un autre problème, c'est que les instruments qui étaient proposés étaient relativement peu adaptés, mais également peu connus des acteurs. Il y avait un problème de communication. Donc, ça veut dire que les outils sont là, l'État est prêt à aider, mais la plupart des bénéficiaires potentiels n'étaient pas au courant, ne savaient pas, n'étaient pas au courant de ce dispositif qui existait. Alors, maintenant, un autre élément qui me semble aussi très important, c'est que l'approche, je veux dire, d'intervention de l'État était exclusivement orientée vers l'offre. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on veut développer l'offre, mais on ne faisait rien du point de vue de la demande. Alors, c'est pour cela qu'on pourrait qualifier cette approche d'unijambiste. C'est-à-dire qu'on essaie de se relancer, mais en marchant avec une seule jambe. Et je crois que lorsqu'on a deux jambes, alors courons avec nos deux jambes pour essayer d'aller relativement loin et relativement vite. Alors, plus récemment, il y a eu ce plan de relance économique, à savoir, ça c'est, si vous voulez, lié au plan Sénégal émergent. Donc, il y a le plan d'action prioritaire qui reprend les objectifs du plan Sénégal émergent pour définir des actions spécifiques. Alors, cela a été développé récemment avec un budget de plus de 14 000 milliards que l'État doit pouvoir chercher. Mais on ne sait pas encore comment l'État va faire pour mobiliser ces ressources. Donc, l'idée, c'est effectivement aller dans le sens de relancer l'activité économique durement touchée par cette pandémie. Maintenant, un des aspects effectivement de cette problématique, c'est que lorsque vous regardez la littérature très peu abondante, hein, ça on peut vraiment le remarquer. Parce que c'est un phénomène nouveau qui se développe, qui n'est pas encore terminé. Et ces mécanismes, les mécanismes qui sous-tendent un peu sa propagation, mais également ses impacts économiques, ne sont pas aussi bien connus que cela. Donc, ça veut dire que la recherche est en cours. Mais lorsque vous regardez ces littératures, la plupart des approches qui ont été proposées, c'était des approches relativement macro. Donc, on utilisait peut-être les modèles de simulation, en particulier le modèle de d'équipement calculable, essayer d'amener les chocs que constitue cette pandémie et voir maintenant comment ça va se propager et impacter l'économie à travers ces différents secteurs-là. Et une des caractéristiques de ces approches, c'est que les résultats tendent à être généralement agrégés. Alors, on vous dira, par exemple, on a une baisse de la croissance de combien, on a eu des pertes d'emploi de combien, on a la pauvreté qui augmente de façon globale. On a par exemple le commerce extérieur qui se contracte, on a la sécurité alimentaire, etc. Donc différentes thématiques qui ont été abordées dans le cadre de ces approches relativement globales. Et là, on pourrait citer par exemple quelques travaux. Hein. Donc il y a l'IFPRI qui a proposé ce travail-là, qui a tout insisté sur l'impact sur la croissance économique, mais également la sécurité alimentaire. Il y a également certaines réflexions proposées par la Banque mondiale, mais également le système des Nations Unies, en fait, l'Université des Nations Unies, WIDER, donc, qui a pu effectivement voir comment l'Afrique serait impactée, en particulier les pays en développement. Mais le problème qu'on a avec ces approches, bon, d'abord, c'est une approche qui nous permet vraiment de comprendre comment ce phénomène impacte l'économie dans son ensemble. Mais nous, ce que nous voulons, c'est vraiment les effets microéconomiques sous-achat. Si vous nous dites, par exemple, qu'on a une perte de revenus global, qui se chiffre à des centaines de milliards de dollars, donc ça, c'est les ménages qui perdent. Maintenant, nous voulons savoir quels sont les ménages les plus touchés. Et généralement, les approches macro ne vous permettent pas de répondre à cette question-là. Quels sont les ménages qui perdent le plus d'emplois? Quels sont les ménages qui perdent le plus de revenus? Quels sont les ménages les plus impactés? Donc ça, c'est vraiment important à savoir, au-delà des chiffres globaux. Mais également, lorsqu'il s'agit de pauvreté, on veut savoir quels sont les ménages qui sont les plus impactés. En termes d'inégalité, dans quel sens les inégalités vont s'aggraver? Ensuite, fort de ces résultats, ces approches micro nous permettraient donc de définir et de garantir l'efficacité des options de réponse publique. Par exemple, si on a la distribution de ces coûts-là, savoir quels sont les secteurs qui sont plus impactés que d'autres, là, ça va nous permettre effectivement de définir des politiques ou bien des réponses publiques très ciblées pour aller vers les secteurs qui sont les plus impactés, vers les ménages qui sont les plus impactés, mais également vers les revenus qui ont connu des baisses plus importantes, également les emplois. Donc, cela veut dire que c'est une approche qui est
beaucoup plus efficace en termes de ciblage des réponses publiques, ce qui est gage effectivement de leur efficacité. Maintenant, dans le cadre de ce travail, quelle est notre contribution? Donc, en privilégiant cette approche micro, donc qui va reposer sur les ménages, donc là, ça nous permet d'avoir plus de contenu qu'on pourrait donner aux résultats globaux. Quand vous dites, par exemple, l'activité se contracte, on a une récession, par exemple, de 2 points de pourcentage, on va voir quels sont les secteurs qui se contractent le plus. Après, il y a d'autres secteurs qui vont bénéficier de cette crise. Alors, qui sont ces secteurs-là? Ça veut dire que donner plus de contenu à ces résultats globaux, je crois que ça, c'est un apport important dans ce débat. Mais également, l'approche micro nous permet donc de mettre à jour les mécanismes redistributifs à l'échelle des individus et des ménages. Donc là, on pourrait savoir quels sont les ménages qui sont les plus impactés, quels sont les individus qui sont les plus impactés et suivant quelle ampleur. Et là, on peut regarder également ces effets de suivant les secteurs d'activité, quels sont les secteurs où on a les pertes les plus importantes, etc. Également, on pourrait aller dans le sens du profit des revenus. Par exemple, comment les revenus ont été impactés. Mais également, on peut voir la distribution de ces effets suivant le milieu des résidents. Peut-être que certaines zones du pays sont plus impactées que d'autres. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être expliqué par ces approches purement micro. Maintenant, un autre intérêt de développer ces approches micro, c'est d'avoir une meilleure orientation des politiques publiques. Et comme j'ai dit, une fois que vous ciblez, par exemple, les zones du pays qui sont les plus impactées, par exemple, est-ce que c'est le milieu rural ou est-ce que c'est le milieu urbain, les secteurs d'activité qui sont les plus impactés, les ménages qui sont les plus impactés, alors là, ça permet d'avoir des politiques publiques qui vont dans le sens d'un meilleur ciblage, aller vers les secteurs les plus impactés, les zones du pays les plus impactées. Alors là, du point de vue politique, c'est vraiment un aspect important lorsqu'on veut vraiment aller dans le sens d'une meilleure efficacité des réponses publiques. Alors, ce que nous faisons dans le cadre de ce travail, c'est de mesurer les effets redistributifs de la pandémie. Donc là, il s'agit de voir quels sont les impacts sur les revenus. Est-ce que les revenus ont baissé? Si oui, de combien? Comment cette baisse est répartie entre les milliers de résidences et comment cette baisse est répartie entre les secteurs d'activité. C'est-à-dire que certains secteurs d'activité connaissent des baisses plus importantes que d'autres. La pauvreté, comment la pauvreté a été impactée. Alors, si les conditions de vie se dégradent en termes de revenus qui baissent et de consommation qui baisse, ça veut dire que la pauvreté va augmenter. Si oui, de combien et comment la pauvreté s'est répartie entre les milliers de résidences. Est-ce que le milieu rural est plus durement touché que le milieu urbain, etc. Ensuite, les inégalités. Parce que là, on s'attend à ce que les individus ou bien les secteurs d'activité ne soient pas impactés de la même façon. Alors, ça veut dire qu'il y aura des secteurs qui sont plus impactés que d'autres, des individus qui sont plus impactés que d'autres, des zones du pays qui sont plus impactées que d'autres. Ça veut dire que les inégalités sont appelées à s'exprimer. Si oui, de combien et comment ces inégalités se comparent d'une zone à l'autre. Maintenant, ça, c'est une première approche. Une première phase. Maintenant, la deuxième phase, c'est qu'une fois qu'on a les informations sur la distribution un peu des coûts associés à cette crise, alors là, on peut envisager une politique fiscale où l'État, par exemple, pourrait répondre en termes de réduction de l'impact. Mais là, on va mettre l'accent sur la pauvreté. Mais il y a également la possibilité de regarder, par exemple, d'autres aspects. Hein. Par exemple, on pourrait regarder l'État qui cherche, par exemple, à réduire les inégalités qui ont augmenté, ou bien l'État qui cherche peut-être à résorber cette perte de revenus. Mais là, on va tout mettre l'accent sur la pauvreté. Alors, parlons de la méthodologie. Alors, l'idée est très simple. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Pour voir, par exemple, un phénomène qui arrive et qui impacte la société ou l'économie dans son ensemble, mesurer l'impact consiste tout simplement à comparer la situation d'avant-crise et la situation post-crise. D'accord? Et en faisant de sorte que vous contrôlez, par exemple, l'effet d'autres phénomènes qui pourraient venir perturber ou bien expliquer le différentiel que vous allez noter entre les deux situations, avant et après crise. D'accord? Donc, si nous parvenons à faire cela, alors on aura le profil de pauvreté et de redistribution des revenus avant crise, par exemple en 2019. Ensuite, la crise arrive, va impacter les revenus, va impacter les ménages, les conditions de vie des ménages. Et là, on va avoir la situation post-crise. Alors, ce qu'on va faire, c'est comparer les deux, voir comment les revenus ont varié, comment la pauvreté a varié, comment les inégalités ont varié. D'accord? Maintenant, au cœur de cette analyse-là,
il y a ce qu'on appelle les revenus à risque, ou bien les emplois à risque. Donc, ça veut dire que lorsque vous regardez les différents emplois, les différents secteurs d'activité, certains sont plus à risque que d'autres. Donc, le risque associé, si vous voulez, à cette crise de cette pandémie, eh bien, la pandémie va affecter plus certains secteurs que d'autres. D'accord? Donc, maintenant, l'idée, c'est quoi? Puisqu'on n'a pas une information précise sur ces secteurs-là, ce n'est pas une connaissance, je veux dire, scientifique solide hein, pour dire que voilà, voici les secteurs qui sont effectivement impactés ou pas. Alors là, on va y aller avec des hypothèses qu'on va faire. D'abord, nous allons chercher à identifier ces secteurs, les secteurs ou bien ces emplois à risque. Et ensuite, nous allons nous faire une idée du niveau, par exemple, de matérialisation de ces risques-là. Par exemple, si nous disons que le secteur des restaurants, la S'il vous restauration, plaît, monsieur. oui, oui. Camarades qui disent qu'ils n'arrivent pas à me joindre, quoi. Bon, d'accord, ça doit être un problème de connexion à leur niveau là. Donc, je vais essayer de continuer là. Ils Et quand disent on que va c'est finir, vous qui devez les accepter. je dois les accepter là. Ouais, en fait, ils partent, en Oui. fait, ils reviennent pas. Bon, on va essayer de faire ça. Bon, il n'y en a que trois, hein. 8, je crois. Voilà, donc l'idée, c'est un peu ça. Hein. Alors, on va commencer par identifier ces revenus à risque. Maintenant, une fois que c'est fait, on pourra ensuite chercher à déterminer est-ce que ces risques se sont réalisés, si oui, à quel niveau et de combien. Donc ça, c'est un point important qu'il faut garder à l'esprit. Alors, commençons d'abord par les revenus qui sont non risqués. D'accord? Les gens qui sont vraiment à l'abri de cette pandémie. Qui ne verront pas le revenu disparaître, qui ne verront pas leur emploi disparaître. D'abord, c'est les fonctionnaires. Alors, ceux qui sont dans l'administration centrale ou bien l'administration locale. Alors, là, si vous voulez, on s'intéresse, si vous voulez, aux informations qu'on peut tirer de la presse, ou bien des rapports d'études, ou bien aux enquêtes, etc. D'accord? Parce que ça, ce n'est pas des choses que nous créons de façon ex nihilo, assis dans notre bureau, non. D'accord? C'est pour cela que vous voyez que ce travail a été confié à des nationaux. Par exemple, pour le Sénégal, on confie le travail à un Sénégalais parce que l'idée, c'est que c'est quelqu'un qui connaît plus ou bien qui est plus au fait de l'actualité de cette pandémie. Alors, c'est riche de ces informations qu'on va maintenant déterminer les revenus ou emplois qui sont non risqués. Alors, ça veut dire qu'au Sénégal, aucun fonctionnaire n'a perdu son emploi, que ce soit dans l'administration centrale ou dans l'administration locale. Maintenant, les revenus des pensions. Alors, si vous recevez des pensions de retraite ou bien des pensions d'invalidité, alors on n'a pas, au Sénégal, il n'y a pas eu de baisse ou bien de disparition de ces pensions. Vous continuez toujours à recevoir les pensions parce que l'État n'a pas fait faillite. Mais également, si vous êtes un haut cadre dans les entreprises, parce que les entreprises, sur les entreprises privées, alors les entreprises privées qui ont été impactées, beaucoup ont cherché à s'ajuster par rapport à cette crise, mais vous verrez que généralement, l'ajustement du point de vue de l'emploi se fait par rapport aux individus qui sont au bas de l'échelle. Au bas de l'échelle en termes de responsabilité. D'accord? Mais si vous prenez les hauts cadres, le directeur ou bien les directeurs, en général, c'est des gens qui ne perdent pas leur emploi. Donc, ça veut dire que c'est des revenus qui ne baissent pas, c'est des emplois qui sont sécurisés. Mais également l'autoconsommation. Donc, ça veut dire que si vous êtes un ménage rural, vous produisez, une partie de la production est utilisée à des fins de consommation. Alors, cette autoconsommation, on peut tout simplement la traduire en termes de revenus. Alors, maintenant, si vous devez ajuster du fait de cette crise, cela veut dire que cette partie que vous consommez ne va pas diminuer. Donc, généralement, c'est une consommation incompressible. Ce qui va diminuer, c'est plutôt l'excédent qui est vendu sur les marchés. Et du moment que les marchés ne fonctionnent pas normalement, alors ça veut dire que cette partie-là va diminuer. Mais l'autoconsommation, on va considérer que l'autoconsommation ne baisse pas. Voilà, donc ça, c'est un élément important qu'il faut garder à l'esprit. Maintenant, les autres revenus. Là, on n'a pas tellement d'informations. Par exemple, le loyer de l'immobilier. Est-ce que ça a baissé? Ça, on n'a pas l'information précise pour dire qu'effectivement, ça a baissé ou pas. Les revenus issus des intérêts. Bon, on ne sait pas si ça a baissé ou pas. On n'a pas l'information. Les différents types de commissions, ce qu'on appelle dans la base de données les autres revenus. Donc, puisqu'on n'a pas d'information, donc là, on ne peut pas aller dans le sens de dire, voilà, ça a baissé de combien, etc. Donc là, nous allons considérer qu'effectivement, ça n'a pas diminué. Donc, ça n'a pas diminué. Maintenant, est-ce que cela aura un impact important sur nos résultats? Bon, là, nous pensons non. Hein. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces revenus ne contiennent que 2,2% des mêmes. Donc, relativement très faible. Là, nous considérons que l'impact n'est pas très significatif si on devait faire les analyses.
Maintenant, quels sont les revenus à risque? Les revenus et les emplois à risque. D'abord, nous considérons les envois de fonds. Et là, il y a un rapport de la Banque mondiale qui a fait des projections pour montrer que les envois de fonds, surtout au niveau international, seront appelés à diminuer de 23%. Par exemple, vous avez un parent qui est à l'étranger, par exemple en France. La France connaît effectivement des difficultés. Peut-être qu'il perd son emploi ou bien son emploi diminue. Donc, ça veut dire que ses envois de fonds vont diminuer. D'accord. Donc, ils ont pu montrer des estimations à hauteur de 23%. Maintenant, pour ce qui est du Sénégal, une estimation du ministère a pu montrer que la baisse serait de 30%. Donc, on va utiliser ces deux chiffres-là pour dire que voilà, vous avez ce type de revenu qui est à risque et ça va baisser de 23% ou bien de 30% pour voir ce que ça va donner. Maintenant, qu'en est-il des revenus de l'emploi? Il y a une enquête qui a été faite par cette organisation qui est l'ADPME, donc Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. C'est une agence de l'État. Donc, qui a fait l'enquête en 2020 pour voir comment la pandémie a pu impacter les différents secteurs là. Donc, maintenant, la question qu'on le pose, c'est votre chiffre d'affaires a été impacté à autour de combien? Donc, il y en a qui ont été très négativement impactés lorsque le chiffre d'affaires a baissé de 60 à 100%. Alors, ça veut dire que pour ce qui est des structures qui évoluent dans le domaine de l'agriculture, donc 22% ont pu indiquer que le chiffre d'affaires a pu baisser de 60 à 100%. Alors que c'est 27,9% qui ont pu montrer que la baisse est aux alentours de 30 et 60%, ainsi de suite. D'accord? Alors maintenant, ce qu'on va faire en définitive ici, à travers les différentes réponses qui sont proposées, c'est de faire la moyenne. Maintenant, ce qui est important de noter ici, c'est que vous avez certains secteurs qui ont pu indiquer que le chiffre d'affaires a augmenté. C'est par exemple l'industrie textile, donc qui a pu montrer que le chiffre d'affaires a augmenté. Également, le commerce du détail. Ils ont pu montrer que le chiffre d'affaires a augmenté de 33%. Ça, c'est des secteurs où certains individus ou certaines entreprises ont pu bénéficier de cette crise, parce que tout simplement, la crise a augmenté, si vous voulez, la demande de certains produits. Par exemple, pour l'industrie textile, on pourrait penser, par exemple, à tout ce qui est peut-être les masques produits. On pourrait également penser que c'est des secteurs qui, à un moment donné, la demande est là, mais ça n'a pas baissé significativement. D'accord. Mais dans tous les cas, vous verrez que la moyenne, on va mettre 0%. Pourquoi on a mis 0%? Parce qu'ici, on ne sait pas exactement s'il y a une augmentation, c'est de combien. D'accord. Mais du moment que la proportion ici est relativement plus importante pour les entreprises qui ont connu des hausses, alors on va mettre 0%. Maintenant, pour les autres secteurs, voici comment les chiffres d'affaires ont baissé. Maintenant, nous, ce qu'on va faire à partir de là, nous allons poser l'hypothèse que les mécanismes d'ajustement face à la crise sont tels que la baisse du chiffre d'affaires sera traduite directement en termes de baisse du revenu de l'emploi. Ça veut dire que si vous avez une entreprise, le chiffre d'affaires baisse de 5% ou bien de 50%, alors vous allez baisser les revenus de vos travailleurs de 50%. Donc ça, c'est une hypothèse relativement raisonnable que nous faisons pour pouvoir passer de cette baisse du chiffre d'affaires aux baisses des revenus ou bien des salaires. D'accord? Voilà. Maintenant, une fois que nous avons procédé à cette identification des revenus ou bien des emplois à risque, également de l'étendue des pertes de revenus. Alors là, nous allons développer deux approches pour pouvoir aller dans le sens de mesurer l'impact en termes de perte de revenus, en termes de pauvreté, d'inégalité. Alors là, nous avons deux approches ici. Alors, pour ce qui est de la première approche, donc ce que nous faisons ici, c'est de dire, voici les secteurs, par exemple, qui sont en risque, mais nous n'avons pas une information précise relative à la proportion dans laquelle les revenus ont baissé. On n'a pas l'information précise. Ça, c'est l'approche 1. Maintenant, pour l'approche 2, là, nous allons utiliser les données que je viens tout simplement de discuter. D'accord. Vous avez certains secteurs pour lesquels il y a 0% de baisse. Donc, c'est des secteurs qui sont non risqués. Maintenant, pour les secteurs qui ont fait face à ces risques-là, vous avez des baisses de revenus. Alors, la première, on va considérer qu'on ne connaît pas tellement la nature de ces baisses-là, mais on va considérer différents scénarios. On va considérer que ça baisse de 10%, de 20%, de 30%, de 40% jusqu'à 100%. Et selon les scénarios envisagés, on va voir quels seront les impacts en termes de perte de revenus, en termes de pauvreté et d'inégalité. Maintenant, pour ce qui est de l'approche 2,
Là, on va essayer d'avoir ces informations précises pour dire tel secteur a perdu en revenus à hauteur de 20%, 30%, etc. D'accord? Et à partir de là, on va déterminer. Maintenant, comment on va s'y prendre concrètement? Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a une idée des pertes de revenus, alors ce qu'on va faire, on va calculer, on va appliquer ces taux de perte aux revenus avant crise. Avant la crise, on avait la distribution des revenus. Maintenant, une fois que la crise arrive, alors on sait que, par exemple, comme vous voyez ici, on sait que les revenus issus des envois de fonds vont baisser de 23% ou même de 30%. Alors, on va appliquer ce taux-là pour avoir les nouveaux revenus issus des envois de fonds. Les revenus de l'emploi. Si vous travaillez, par exemple, dans l'industrie textile, en moyenne, votre revenu va baisser de 30%. Alors, on va appliquer ces 30% pour avoir le nouveau revenu du fait de cette crise-là. D'accord? Donc ça nous donne le nouveau profil de distribution des revenus. Maintenant, une fois qu'on a ce nouveau profil de distribution des revenus, alors on va transposer ce profil vers le profil de consommation. Pourquoi on fait cela? D'abord, on regarde le revenu, parce que souvent les données portant sur le revenu, lorsqu'il s'agit d'analyser le DNS, c'est des données qui sont relativement plus fiables. Les données de consommation, généralement, sont un peu difficiles à obtenir en toute précision. D'accord? Ça veut dire qu'on va utiliser les données de revenus qu'on va calquer, qu'on va transposer, si vous voulez, sur les données de consommation. D'accord? Ensuite, pourquoi on va utiliser la consommation en termes de pauvreté? Parce que c'est souvent l'approche la plus standard. Ça veut dire qu'avant, on utilisait le revenu pour déterminer la pauvreté. Mais depuis longtemps, on s'est dit non, les revenus, souvent, ça ne reflète pas tellement le bien-être et qu'on est passé maintenant vers la consommation. Et à part de cette consommation, on peut avoir le niveau de pauvreté. Ça veut dire qu'une fois que vous avez la nouvelle distribution de consommation, vous pouvez déterminer le profil de pauvreté. Ça veut dire que vous avez vos seuils de pauvreté. Alors, ça veut dire que si les revenus diminuent, vous essayez de voir de combien les consommations vont diminuer. Et si la consommation diminue et que le ménage maintenant passe en dessous du seuil de pauvreté, alors c'est un ménage qui est pauvre du fait de cette pandémie. D'accord? Alors, ça permet d'avoir donc le nouveau profil d'inégalité et ensuite, enfin, nouveau profil de pauvreté et nouveau profil d'inégalité, donc après la crise. Maintenant, ce qu'il faut faire après, vous avez le profil de pauvreté avant crise, vous avez le profil de pauvreté après crise, alors faites la différence. La différence vous permet tout simplement d'avoir l'impact de cette pandémie en termes de pauvreté, mais également en termes d'inégalité. D'accord? Maintenant, une fois qu'on a les impacts, alors on va faire un travail de simulation. La simulation, c'est quoi? C'est comment revenir à la situation de départ. Qu'est-ce qu'il faudrait en termes de budget? Quel est le montant qu'il faut donner aux ménages? Parce que là, ce qu'on a envisagé ici, c'est les transferts monétaires. Donc, combien il faudrait donner aux ménages? Quel est le budget total en jeu pour que effectivement les ménages puissent retrouver le niveau de bien-être initial? Si on avait un taux de pauvreté de 40% avant, peut-être que la crise a augmenté le taux de pauvreté à 60%. L'idée, c'est de revenir à 40% avec cette politique-là. Donc, on va voir comment on va s'y prendre concrètement. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait pour mettre en œuvre cette approche-là? Donc là, on a utilisé les données qui sont vraiment les plus récemment disponibles. Hein. Ça, c'est les enquêtes de suivi de la pauvreté au Sénégal, ESPS2. Alors là, c'était en 2010-2011. Maintenant, quand vous regardez cette enquête, c'est un peu le format LS Living Standard Measurement Survey de la Banque mondiale. Donc, ça veut dire que c'est des enquêtes qui vous permettent d'avoir le profil des ménages, mais vous permettent également de calculer, de déterminer le niveau de pauvreté, d'inégalité, etc. Donc, vous avez les informations standards, revenus, consommation, prix, milieu de résidence, ainsi que les caractéristiques générales des ménages. Maintenant, c'est une enquête qui est représentative au niveau national. Et ce qu'on a dans cette enquête-là, c'est que l'incidence de la pauvreté était à 46,7%. Ça, c'était en 2011. Mais on a un problème à ce niveau-là. Peut-être que le contexte de 2011 n'est pas le même que celui de 2020 ou de 2019. Donc, cela veut dire quoi? Quelqu'un pourrait amener l'objection comme quoi que la base de données est très vieille et qu'elle ne reflète pas la situation actuelle. Alors, on va poser l'hypothèse principale suivante. On va dire que la structure de l'activité de l'emploi n'a pas significativement varié entre 2011 et 2020. Ça, c'est une hypothèse centrale. D'accord? Alors, si on parvient à montrer que la structure de l'emploi, la structure sur le marché du travail n'a pas changé significativement sur cette période, alors ça veut dire qu'on peut prendre les données de 2011, faire une transposition pour venir à la période de 2020. Maintenant, comment on fait cette transposition? Entre-temps, la croissance économique est là. Ça veut dire que les revenus ont augmenté. Alors,
appliquer le taux de croissance sur les revenus par tête, ça permet d'avoir le profit de revenus de cette année 2020. Aussi, prenez les indices des prix qui permettent tout simplement de voir comment le panier de consommation a varié. Et là, ça permet d'avoir donc le panier de consommation tel qu'on l'a maintenant. Et ensuite, vous allez actualiser les seuils de pauvreté. Parce que si les prix augmentent, ça veut dire que le panier va changer également en termes de valeur. Donc là, vous allez utiliser cela pour pouvoir passer de 2011 à 2020. Et ça, c'est très crucial. Maintenant, quels sont les premiers résultats? Donc, voici les premiers résultats que nous avons quand nous utilisons la prochaine. Donc ici, les pertes de revenus en milliards de francs CFA. Donc ce qu'on se dit ici, c'est quoi? C'est qu'on va envisager différents scénarios. Donc voici par exemple en ligne ici, ce qu'on a ici, c'est la proportion des ménages qui ont perdu le revenu. D'accord? Les revenus risqués. Hein? Donc après, on a deux catégories de revenus. On a les revenus risqués et les revenus non risqués. Maintenant, pour les ménages qui sont dans cette catégorie de revenus risqués, on va considérer que 10%, 20% jusqu'à 100% ont perdu le revenu. Et ça, on se dit que c'est une information qu'on n'a pas. Donc, on va considérer différents scénarios. Maintenant, une fois qu'on considère ces ménages-là, là, on va considérer que la proportion de ces revenus à risque qu'ils vont perdre, on va considérer que ça varie de 10 jusqu'à 100%. Alors, l'idée, c'est quoi? Plus la proportion des ménages, je veux dire, plus ce risque-là intervient, et plus également la proportion des revenus ici perdus augmente, alors vous voyez qu'effectivement la perte augmente de façon significative. Et on va jusqu'à 144 milliards. Donc, 144 milliards, c'est ce que les ménages perdent si 100% du risque se matérialise. D'accord? Ça, c'est vraiment le scénario extrême. Donc, la perte maximale qu'on pourrait envisager se chiffre à 144 milliards de francs CFA. Maintenant, pour mettre ce chiffre-là en perspective, là, on va le mettre en termes de pourcentage du PIB mensuel. Et là, vous verrez que le scénario catastrophique où 100% des ménages qui font face à ce risque perdent 100% de leurs revenus, donc on est à presque 13% du PIB mensuel. Ça veut dire qu'à court terme, à très court terme, les ménages perdent l'équivalent de 12% du PIB. D'accord? Donc ça, c'est des pertes relativement très importantes. Maintenant, quelles sont les incidences? Quel est l'incidence en termes de pauvreté? Donc là, nous utilisons la pauvreté, mais avec le seuil national. Et là également, on voit ce scénario-là. Donc ça veut dire que lorsqu'on a transposé nos données à la période actuelle, vous avez le scénario de base qui est 39%. Donc 39%, c'est le taux de pauvreté. Maintenant, si le nombre de ménages exposés, si la proportion du nombre de ménages exposés augmente de 0 à 100%, et en même temps, les taux de perte de ces revenus à risque-là augmentent jusqu'à 100%, alors le taux de pauvreté peut aller jusqu'à 72% de la population. 72%. Cela veut dire quoi? La pauvreté pourrait augmenter d'environ 33%. 33%. Et c'est très important, parce que le taux de pauvreté au départ, c'est de 32%. Ça veut dire qu'on va augmenter la proportion de nouveaux pauvres. Autrement, les nouveaux pauvres représenteront 33% de la population. Donc 33% de la population pourrait basculer dans la pauvreté du fait de cette pandémie. D'accord? Ça, c'est vraiment le scénario qu'on dirait catastrophique, le scénario le plus pessimiste. Maintenant, et là, vous avez la variation. D'accord? Parce que lorsqu'on passe, si je reviens au slide précédent, passer de 39% à 73%, ça revient à augmenter le taux de pauvreté à 33 points de pourcentage. Donc, voici de combien la pauvreté pourrait augmenter lorsqu'on envisage que 100% des ménages qui font face à ces risques perdent 100% de leurs revenus. D'accord? Donc là, on est à une hausse du taux de pauvreté de 33 points de pourcentage. Maintenant, qu'en est-il de l'extrême pauvreté? Donc, l'extrême pauvreté concernait au départ 11% des ménages. Maintenant, si on envisage le scénario catastrophique où tous les ménages qui sont à risque voient le risque se réaliser,
mais également les revenus qui sont à risque soient perdus à hauteur de 100%, alors le taux de pauvreté extrême passerait de 11% à 53%. Vous voyez ici, ça a été presque multiplié par 5. Ce qui est relativement très important. Ça veut dire qu'en définitive, ceux qui sont appelés à perdre le plus, c'est ceux qui sont au bas de l'échelle de bien-être. D'accord. Rappelez-vous, pour le taux de pauvreté total, on est passé de 36 à 72%. Mais ici, on va passer de 11 à 53%. Ça veut dire qu'en définitive, quand vous regardez les pauvres, là, vous verrez que la pauvreté extrême aura augmenté beaucoup plus comparé aux autres. D'accord. Maintenant, qu'en est-il des inégalités? Donc, à la situation de départ, on était à un niveau d'inégalité avec l'indice de Gini qui était à 37,8%, mais ça va augmenter jusqu'à 57,1%. D'accord. Donc, ça veut dire que les inégalités vont se creuser. En d'autres termes, les ménages ne sont pas impactés de la même façon lorsqu'il s'agit de cette pandémie. Donc, ça, c'est un élément très important également qu'il faut garder. Maintenant, là, on va simuler ces politiques-là. On se dit, par exemple, l'État a comme objectif de revenir au taux de pauvreté initial avant la pandémie. Alors, ce qu'on envisage comme politique, c'est le transfert monétaire, c'est-à-dire aider les ménages. Les conditions de vie se dégradent, alors aider-les directement. Alors là, on envisage des transferts par équivalent à deux. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici comme budget total? Donc, lorsqu'on considère le scénario catastrophique ici, d'accord, où les ménages à risque ici, vous avez 100% d'entre eux qui verront le risque se réaliser, et les pertes de revenus envisagées vont aller jusqu'à 100%. Alors là, vous verrez que le budget total que l'État devrait envisager pour revenir au taux de pauvreté initial serait de 1623 milliards de francs CFA. Ça veut dire qu'environ 3 milliards de dollars américains. Maintenant, ce montant total, puisqu'on parle de transfert universel, pour voir par exemple quel est le montant que chaque individu doit pouvoir recevoir, alors vous allez diviser par 16 millions. Ça vous donne le montant total que chaque individu doit recevoir. Maintenant, si vous voulez avoir le transfert que chaque ménage doit pouvoir recevoir en moins, alors là, vous divisez, vous prenez ce montant-là et vous multipliez par 9. Parce que le ménage moins a comme taille 9. D'accord. Maintenant, regardons la seconde approche. Pour ce qui est de la seconde approche, là, c'est beaucoup plus compact. Ce qu'on constate ici, c'est qu'en termes de perte de revenus, rappelez-vous, hein, on avait considéré que certains secteurs vont perdre à telle hauteur et on applique ces taux-là pour avoir le nouveau profil de revenus, mais également de consommation. Alors, vous allez voir qu'ici, les pertes de revenus seront au niveau national, seront chiffrées à 681 milliards de francs CFA. Et en dollars, c'est 1239 millions de dollars, donc environ 1,2 milliard de dollars. Et cela représente 4,9%, environ 5% du PIB. Alors, ça veut dire qu'au niveau national, le nombre d'individus impactés, donc qui voient le revenu baisser ou bien disparaître, ils sont au nombre de 12,7 millions. Maintenant, sur les 16 millions que compte le Sénégal, cela représente presque 80% de la population. Cela veut dire qu'en moins, 80% de la population verront le revenu diminuer ou disparaître du fait de la pandémie. Alors, maintenant, où est-ce qu'on retrouve les impacts les plus importants? C'est essentiellement dans le milieu rural. D'accord? C'est là où vous avez la perte qui est plus importante, donc 344 milliards, c'est presque la moitié de cette perte totale-là. D'accord? Et lorsque vous regardez le nombre d'individus, sur les 12,7 milliards, 12,7 millions, 7,9 millions de ces nouveaux pauvres, en fait de ces individus qui perdent le revenu, sont dans le milieu rural. Donc, ça veut dire que le milieu rural est le milieu le plus impacté par les pertes de revenus. C'est là où l'incidence est plus importante. Maintenant, on va voir quels sont les secteurs qui sont les plus impactés par ces pertes de revenus. Les individus qui perdent le revenu, généralement, est-il le revenu de quelle activité? Alors, si nous regardons les pertes ici, suivant les montants, vous verrez que généralement, c'est le secteur de l'agriculture dans le sens général, donc qui inclut l'élevage. C'est là où vous avez une plus grande concentration de ces pertes de revenus, avec presque 40%. Ça veut dire que les 681 milliards de revenus qui sont perdus, 40% proviennent de l'agriculture. Et ensuite, vous avez les services personnels.
vous avez 13%. Donc, de façon vraiment disproportionnée, l'agriculture est le secteur le plus impacté en termes de perte de revenus. Maintenant, si vous envisagez cette perte de revenus en termes de nombre de travailleurs impactés, donc quelles sont les branches d'activité avec une proportion plus élevée de travailleurs impactés? Alors, vous verrez que pour ces 4 premiers secteurs-là, c'est-à-dire matière de transport, produits en caoutchouc, la sylviculture, les services immobiliers, tout ce qui est tabac. Donc là, vous verrez que c'est des secteurs qui sont les plus durement impactés en termes de nombre de travailleurs qui perdent ou qui voient le revenu diminuer. Donc là, c'est tous les travailleurs qui sont impactés. D'accord? Et ensuite, vous avez maintenant des secteurs où cette perte est, où la proportion d'individus impactés est relativement importante aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Maintenant, si nous combinons les deux, à savoir la perte par tête, donc le montant total qui est perdu, rapporté au nombre de travailleurs impactés. Là, vous verrez que c'est généralement dans le secteur des services qu'on a les proportions les plus élevées. Par exemple, dans le secteur des transports aériens, la perte moyenne, donc la perte par travailleur, est de. Donc ici, le chiffre, c'est en milliers de francs CFA. Donc on est à 1 million environ. 1 million. C'est relativement très important. Donc, prenez la perte totale, vous divisez par le nombre de travailleurs impactés, donc vous êtes à 1 million. Ensuite, il y a le secteur du transport. Donc, autrement, le secteur du transport, c'est le secteur le plus durement touché. Ensuite, ce qu'on appelle les services de récréation culturelle, etc. Là aussi, nous avons des pertes qui sont relativement très importantes. Donc, c'est bon d'avoir ces pertes-là et comment ils sont distribués de façon intensive suivant les secteurs. Maintenant, qu'en est-il de la pauvreté et des inégalités? D'accord? Alors, si vous regardez l'incidence de la pauvreté au niveau national, avant la crise, on était à 39%. Mais après la crise, avec les revenus qui ont baissé, donc là, on est passé à 55%. Ça veut dire qu'au niveau national, l'incidence de la pauvreté a augmenté de 16 points de pourcentage. Cela veut dire quoi? C'est plus de 2 600 000 travailleurs individus qui basculent dans la pauvreté. 2,6 millions d'individus qui ont basculé dans la pauvreté du fait de cette pandémie. Maintenant, quand vous regardez les distributions, une fois de plus, vous verrez que c'est dans le milieu rural que les impacts sont beaucoup plus importants. Parce que sur les 2,6 millions d'individus qui ont basculé dans la pauvreté, donc les nouveaux pauvres, 1,7 million résident dans les milieux ruraux. Donc, une fois de plus, le milieu rural est la zone géographique la plus impactée par cette pandémie. D'accord? Un autre aspect également important, c'est qu'en est-il de la réponse publique de l'État qui voudrait, par exemple, revenir au taux de pauvreté initial? Alors là, il lui faudrait un budget de 48,6 milliards de francs CFA. Et avec cet argent, donc, on va donc, c'est les transferts qu'il faudrait faire aux ménages, d'accord, chaque mois. Et cela représente 4,2% du PIB mensuel. Ça veut dire qu'en moyenne, chaque individu, en termes d'équivalent adulte, va recevoir 4 687 francs CFA par mois. Maintenant, si vous multipliez par le nombre de... si vous multipliez par 9, qui vous donne la taille moyenne du ménage sénégalais, alors ça vous donne quelque chose dans les 42 000, 43 000. Ça veut dire que si chaque ménage pouvait recevoir 42 à 43 000 francs CFA par mois, peut-être sur une période de 3 à 4 mois, alors on aurait donc résorbé ce coût important et revenir au taux de pauvreté initial. D'accord? Et ça, c'est un chiffre quand même très important que l'État devrait savoir. Maintenant, le dernier mot, donc ce qu'on a constaté, c'est qu'on a des effets redistributifs qui sont relativement très importants en termes de revenus, de pauvreté et d'inégalité. Et je pense que ce type de réflexion qui met en avant ces approches microéconomiques offre une compréhension vraiment importante des mécanismes qui sont à la base de la distribution donc, de la pandémie. Et ça, c'est vraiment important. Maintenant, qu'en est-il des implications politiques? Alors, nous pensons que si nous parvenons à indiquer les secteurs qui sont les plus impactés, si nous parvenons à expliquer également les zones géographiques les plus impactées, alors là, ça permettrait effectivement de définir des politiques avec un meilleur ciblage. D'accord? Donc ça, c'est relativement important. Maintenant, nous, ce que nous suggérons aussi, c'est qu'il ne faudrait pas que la stratégie publique de l'État insiste uniquement sur
le côté offre. Là, nous pensons que on pourrait envisager ces politiques additionnelles de transfert monétaire dont pourraient bénéficier les ménages, parce que si vous voulez aider l'activité économique à démarrer, vous voulez produire davantage, alors il faudrait que la demande puisse suivre. Alors nous pensons que la relance de l'activité devrait aller de pair avec la relance de la demande. Alors c'est pour cela que dans le cadre de ce travail, nous proposons qu'il y ait cette option additionnelle de transfert monétaire dont pourraient bénéficier les ménages pour une meilleure relance de l'activité économique qui va donc combiner la reprise de l'offre et la demande également. Voilà, donc telle est la présentation du travail. Maintenant, peut-être qu'on va passer à la séance de questions et réponses, peut-être de commentaires aussi. Maintenant, ceux qui veulent parler, peut-être vous activez vos microphones et puis vous intervenez. One minute, I'm finishing. Oui, questions, interventions. Donc, ceux qui veulent le faire, activez vos microphones et parlez. Alors, je me lance alors. Oui, allez-y. Bon, présentez-vous d'abord, hein, ensuite posez vos questions. Alors, donc, bonjour tout le monde. Moi, c'est Funti Fall, je suis doctorante à la FASEC. Donc, je n'ai pas pris la parole pour des questions parce que je n'en ai pas noté. J'ai trouvé la présentation assez claire. Je voudrais juste vous féliciter par rapport à l'initiative, aux efforts fournis pour réunir les données parce que je pense que c'était vraiment un challenge de disposer d'autant de données secondaires et primaires et surtout des données récentes. Je trouve l'analyse aussi très riche, très riche. Et comme vous l'avez dit à l'entame de vos propos, c'est une contribution, par rapport au débat scientifique actuel qui se pose par rapport au contexte du Covid. Donc, pour le moment, je préfère savourer, relire au détail près parce que j'ai une réflexion similaire, mais axée sur le genre. Donc, je pense qu'on pourra en discuter plus tard. Mais non, c'est juste pour vous féliciter et voilà. Voilà, merci beaucoup. En fait, vous soulevez un point important, à savoir les données là. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'il s'agissait de faire ce travail, il fallait disposer donc d'une base de données des ménages qui permet de faire des analyses de pauvreté, d'inégalité, donc de bien-être de façon générale. Mais ça a été relativement difficile là. Donc, les seules bases exploitables, c'était donc l'enquête sur la pauvreté au Sénégal, donc de 2011. Mais c'était relativement vieux. Mais il se trouve qu'en ce moment même, donc je crois depuis la fin de l'année dernière, il y a ce projet de collecte de données de 8 pays de l'UEMOA, donc un projet commun de 8 pays de l'UEMOA avec le soutien de la Banque mondiale. Maintenant, les données, les enquêtes ont été faites, mais malheureusement, les données ne sont pas encore disponibles. Apparemment, ça aurait dû être disponible depuis la fin de l'année dernière, mais il y a eu, vous savez, quand il y a ces projets collectifs, bon, ils veulent les sortir de façon, en fait, ensemble, mais souvent, c'est celui qui avance le moins qui va donner le rythme d'ensemble. Bon, mais là, nous envisageons de reprendre le travail une fois que les données sont disponibles. Ensuite, par rapport aux données secondaires, donc il y a des enquêtes qui sont faites pour voir un peu comment les ménages ont été impactés. Par exemple, il y a ce travail de la Banque mondiale qui le fait par téléphone. Donc là, ils téléphonent les individus, les ménages pour voir un peu comment ils ont été impactés. Il y a l'ANSD également, l'Agence statistique nationale, qui vient de faire une enquête dont les résultats sont sortis là, il y a 2 semaines environ, pour montrer également comment les ménages ont été impactés en termes de perte de revenus. Ça veut dire que plus la situation évolue, plus les données secondaires arrivent, et là, ça permettrait de reprendre les analyses, de les enrichir avec des précisions peut-être plus importantes.
Donc, mais il va de soi que c'est un travail qui est continu. Peut-être que ça sera Tout à fait. et on pourrait reprendre les analyses, améliorer leur portée au fur et à mesure qu'on gagne des informations. Voilà, donc je pense qu'il y a quelqu'un qui avait levé la main. Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour, présentez-vous. C'est M. Khan Ibrahima, doctorant de géographie à l'Université Assane de Ziguinchor. Voilà, d'abord mes félicitations et mes remerciements. Comme on vient de le dire, ce travail est un travail très important, je dirais même colossal, puisque nous sommes encore dans le contexte et rassembler les données pose beaucoup de problèmes. Pour ceux qui s'exercent à la recherche, nous savons les difficultés considérables à rassembler les données au Sénégal, surtout dans le contexte où, en fait, on est dans le présent. Et d'autant plus que vous semblez faire de la prospective par rapport à ce qui viendra dans l'avenir. Après ces remerciements et félicitations, ma préoccupation, évidemment, j'ai décelé en filigrane une relation entre la vulnérabilité socio-économique des populations et les difficultés qui vont survenir. Quand vous parlez de l'espace rural, qui rencontrerait beaucoup plus de difficultés, de ceux qui sont dans l'informel aussi qui rencontrent plus de difficultés, de ceux qui ne sont pas fonctionnaires qui vont voir leurs revenus à la limite s'effondrer, nous voyons qu'il y a des prédispositions qui peuvent faire que les difficultés soient plus importantes. Ces prédispositions renvoient à la vulnérabilité socio-économique des uns et des autres. Pour dire, quelle est finalement la relation que vous faites entre la vulnérabilité socio-économique et les difficultés qui peuvent survenir dans les différentes catégories socio-professionnelles dans l'avenir? Merci. Oui, merci pour cette question relativement importante. C'est vrai que la question de vulnérabilité, on ne l'a pas abordée directement, parce que ça demanderait peut-être des approches méthodologiques spécifiques. Mais de façon générale, ce qu'on a essayé d'expliquer, c'est de voir, étant donné le profil de revenus, étant donné les zones de résidence, comment les ménages seraient impactés. Donc, il est évident que ceux qui présentent un profil de vulnérabilité peut-être plus accentué sont ces individus qui ont plus de risques de tomber dans cette pauvreté-là. Donc, si vous voyez, on a pu montrer qu'on a environ plus de 2 millions d'individus qui vont basculer dans la pauvreté du fait effectivement de cette pandémie. Maintenant, sur les plus de 2 millions, vous avez 1,7 million qui sont dans ce milieu rural. Maintenant, on pourrait creuser davantage pour voir pourquoi c'est le cas. Et je crois que dans le travail, on a pu expliquer les raisons possibles. Par exemple, on a certaines mesures qui ont été prises qui ont directement impacté les possibilités de production, mais également de commercialisation des produits agricoles issus des villages. C'est le cas, par exemple, de l'interdiction des déplacements interurbains. Également, certains marchés hebdomadaires avaient connu des restrictions par rapport à leurs horaires de fonctionnement. Et là, nous pensons que ça réduit les perspectives également de débouchés pour les produits agricoles. Un autre élément important lié à l'interdiction des déplacements interurbains, c'est qu'à un moment donné, l'activité agricole qui avait besoin de main-d'œuvre, la plupart de cette main-d'œuvre-là qui avait migré vers la ville ne pouvait pas revenir dans les champs pour s'adonner à ces activités agricoles relativement importantes. Autre chose également, cette interconnexion relativement importante entre le milieu urbain et le milieu rural. Ça veut dire qu'à un moment donné, si le milieu urbain connaît des difficultés économiques, ça va se répercuter directement sur le milieu rural. Parce que vous avez cette migration relativement très importante qui est la base d'envoi de fonds. Ça veut dire que si vous avez des individus dans le milieu rural qui travaillent dans le milieu urbain, donc lorsque les difficultés économiques arrivent, ça veut dire que leur capacité tout simplement à venir en aide ou bien à transférer des revenus sera effectivement réduite. Ça veut dire que généralement, on le dit de cette façon-là. Si le milieu urbain va, généralement le milieu rural va aussi. Parce qu'il y a une connexion relativement directe. Mais du fait de cette migration relativement très importante.
Donc, il va de soi que, puisque c'est le milieu rural qui est relativement plus impacté, ça veut dire que c'est là où vous avez des facteurs de vulnérabilité face à ce risque-là, qui est relativement très important. Maintenant, des explications ont été proposées. Maintenant, il va de soi que ça demande d'être beaucoup plus approfondi, avec peut-être des anecdotes si possible, pour pouvoir avoir une image relativement complète de ce qui se passe. Voilà. Autre intervention. Bon, on va essayer d'en prendre peut-être 4 à 5. Voilà, il y a Manoni. Alha Manoni. Manoumi, allez-y. Merci, professeur. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Alhamdoulillah Ibrahim. Donc, je suis du Niger. Donc, je félicite aussi le professeur pour la présentation. Et je n'ai pas de questions sur les aspects, le contexte, les objectifs, la méthodologie, mais je voudrais juste savoir si au Sénégal, quel est le système de pension? Est-ce que les pensionnés, les retraités sont payés chaque trimestre comme au Niger? Par exemple, au Niger, chez nous, les pensions, c'est chaque trimestre. Et on sait que les anciens fonctionnaires, quand même, sont des gens qui sont habitués à dépenser beaucoup. Donc, très peu, quand même, arrivent à faire de ce revenu trimestriel, à le rendre mensuel. Donc, ce qui fait que la plupart bon, de nos parents, de nos tontons et tantis ont des difficultés. Donc, pour joindre les deux, puisque leur revenu est trimestriel. Bon, je ne sais pas si, puisque j'ai vu dans le classement, les pensionnaires ont été classés. C'est vrai qu'ils ont un revenu quand même qui est permanent, qui est régulier, mais on sait que les anciens fonctionnaires sont habitués quand même à des dépenses un peu souvent exagérées, je m'excuse du terme, ce qui fait que la plupart ont des difficultés avant la fin du trimestre. En tout cas, à mon avis, ils peuvent être aussi considérés comme des revenus à risque, puisqu'on te donne à la fin du trimestre le temps d'attendre le prochain trimestre, c'est que sur les gens rencontrent beaucoup de difficultés. Bon, peut-être qu'au Sénégal, je sais qu'il y a des pays là où même les pensions sont des revenus mensuels. Voilà, merci, professeur. Oui, effectivement, vous soulevez un point relativement important parce que la périodicité de ces transferts pourrait nous renseigner effectivement sur la capacité à pouvoir faire face à cette crise. Parce que lorsque la crise arrive et qui vous frappe maintenant, bon, il est évident que vous voulez disposer d'un revenu de façon plus régulière pour pouvoir faire face à ces dépenses relativement très importantes. Maintenant, bon, chez nous, à un moment donné, il était question, je crois que c'était trimestriel, mais il était question à un moment donné de mensualiser ces différentes allocations. Bon, je ne me rappelle plus ce qui a été fait à ce niveau-là. Mais effectivement, c'est une question importante par rapport à ces capacités de faire face à cette crise qui arrive. Maintenant, un autre point important que vous soulevez, c'est que là, nous avons décidé de classer ce type de revenus dans la catégorie des revenus non risqués. Et là, je crois que nous avons raison de le faire parce que lorsqu'on parle de revenus à risque, ça, c'est les revenus qui risquent de baisser ou bien de disparaître du fait de cette pandémie-là. Alors, quand vous regardez le système de pension, le système de transfert que nous avons à ce niveau-là, c'est géré par l'État. L'État n'a pas fait faillite. L'État n'a pas connu d'interruption en termes de paiement. Donc, les salaires des fonctionnaires ont toujours été versés. Les transferts que l'État faisait aux ménages vulnérables ou pas, ou bien aux retraités, c'est des transferts qui n'ont jamais cessé. Parce que c'est géré par l'État et l'État n'a pas fait faillite, l'État n'est pas rentré en termes de cessation de paiement. Donc, c'est pour cela que, en fait, il n'y a rien qui indique que ça a été le cas. Ou bien, ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est demander juste aux agents de l'État, par exemple, est-ce qu'effectivement les pensions ont cessé, les paiements ont cessé, mais ça n'a pas été le cas. Hein. Donc, au Sénégal, ce qui touche au paiement de l'État qui vont vers les ménages,
en termes de compensation salariale, en termes de transfert. Nous avons eu des politiques sociales. Donc, c'est des transferts qui n'ont jamais cessé. Donc, c'est des revenus qui sont considérés comme relativement immunisés par rapport à ce Covid qui est venu réduire les perspectives de revenus et d'emploi dans beaucoup d'autres secteurs. Mais le secteur public, vraiment, il est non impacté. Par exemple, les économistes, peut-être que c'est des gens qui ont gagné. Non seulement le revenu, nous dépendons de l'État, le revenu n'a pas baissé. Peut-être que ça nous a donné des perspectives de recherche additionnelles qui nous ont donné des revenus additionnels. Donc, ça veut dire que la crise nous a vraiment bénéficié dans ce sens-là. Voilà. Maintenant, qui d'autre a levé la main? Bon, attendez, je vais prendre Adjaratou Djaher Djanko. Bonjour tout le monde. Bonjour professeur. Je m'appelle Adjaratou, je suis doctorante à l'ICAT. Merci pour votre présentation et votre soutien pour la recherche. Donc, selon vos résultats, on constate qu'il y a une hausse de la pauvreté qui peut aller jusqu'à 72,3% dans le pire des cas. Donc, vu cette importante taux de pauvreté, je me demandais est-ce que simple transfert universel par le gouvernement peut atténuer ou compenser l'impact sur cette pauvreté afin de pouvoir revenir au niveau de pauvreté d'avant crise. Merci. Merci pour votre question. En fait, si vous regardez bien, on a deux approches. La première approche, on s'est dit qu'on ne connaît pas exactement combien les revenus identifiés comme risqués là, vont baisser. Alors là, on a fait varier ce taux de baisse ou bien de perte de revenus de 0 jusqu'à 100%. Maintenant, le scénario où vous avez 100% des ménages qui font face à ces risques-là, qui vont perdre 100% de leurs revenus, alors là, le taux de pauvreté peut aller de 36 jusqu'à 72%. Donc, 33 points de pourcentage de hausse de cette pauvreté-là. Mais ça, c'est le scénario vraiment catastrophique, je dirais. Maintenant, nous, ce qu'on avait envisagé, c'est vraiment une réflexion plus approfondie, mais pour notre deuxième scénario. La seconde approche. Au niveau de la seconde approche, si vous vous rappelez bien, la hausse de du taux de pauvreté, c'est 16 points. 16 points de pourcentage. Donc là, c'est environ 2 millions de Sénégalais qui se retrouvent dans la pauvreté. Les nouveaux pauvres là. Maintenant, nous, ce que nous voulons avec cette nouvelle politique de transfert monétaire dont pourraient bénéficier les ménages, c'est de voir combien il faudrait donner en termes de transfert aux ménages pour revenir, pour faire baisser le taux de pauvreté de ces 16 points-là. Ça veut dire que le taux de pauvreté a augmenté de 16 points. Comment faire de telle sorte qu'il perde 16 points pour revenir à son niveau de départ? Alors là, nous avons envisagé effectivement cette politique de transfert. Maintenant, vu le nombre de pauvres en question, donc 2 millions et quelques, là, nous pensons qu'effectivement, c'est une politique qu'on pourrait envisager. Là, vous donnez ces revenus aux individus, c'est des revenus qui seront utilisés à des fins de consommation, et vous consommez davantage. Ça, c'est votre niveau de bien-être qui augmente, tel qu'on le voit, si vous voulez, en économie. Donc, le bien-être capté, si vous voulez, par les capacités, en fait, les possibilités de consommation. Donc, donner des transferts aux individus, ça va aller dans le sens d'améliorer le profil de consommation. Bon, maintenant, il y en a qui vont plus loin pour dire que ces transferts devraient être conditionnels. C'est-à-dire, si vous donnez l'argent aux individus, assurez-vous que l'argent est utilisé à des fins de consommation de biens et services. Bon, mais on sait que ce n'est généralement pas le cas. Et quand vous leur donnez de l'argent, du moment qu'ils vivent dans une situation extrêmement incertaine, une partie importante de ce revenu pourrait faire l'objet d'épargne. L'épargne pour faire face aux risques et incertitudes qui arrivent demain. Mais si on conditionne ces transferts à leur usage direct en termes de consommation instantanée, là, effectivement, on parle dans le sens de résorber entièrement cette hausse du taux de pauvreté. Maintenant, ça, c'est juste un scénario avec un objectif donné. Mais on pourrait envisager comme objectif peut-être de réduire l'impact de moitié. Alors, si on essaie de réduire l'impact de moitié, vous verrez que dans ce cas, le budget est relativement important. D'accord? Mais là, nous avons décidé d'aller vraiment aussi loin que possible pour dire que cette hausse de 16 points de pourcentage
on veut tout simplement l'annuler et revenir au taux initial de 36%. Voilà. Autre intervention, donc laissez-moi voir ici. Konaté. Konaté. Donc, activez vos microphones là. Bon, Konaté ne réagit pas, donc essayons de voir Diarouga de la Guinée. Allez-y, activez votre microphone, s'il vous plaît. Oh. Oui, Diarouga, allez-y. Ok, professeur, bonsoir. Et merci pour cette initiative très brillante. Moi, je me nomme Amadou Diarouga Diallo, étudiant au master à l'Université Générale Assane Conté de Soufrière en Guinée. Et je trouve l'intervention très brillante avant tout. Et mes inquiétudes se posent sur la population rurale, c'est-à-dire des femmes, comme chez nous en Guinée, des femmes qui vendent quotidiennement pour la survie de leur famille, ou des papas, des parents qui consomment à quotidien. Et dans vos données, je n'ai pas constaté la partie de cette population rurale. Vous avez tenu compte des salariés, on estime que ce sont des salariés malgré COVID-19 a trop impacté, mais eux, au moins ils reçoivent des salaires à la fin du mois ou jusqu'à. Mais ceux-là qui ne reçoivent pas de salaire avec la fermeture des frontières et la fermeture des marchés, je me demande alors à quel niveau vous avez pu élaborer une étude à ce niveau. Merci. Oui, merci pour votre question. Donc, si vous voulez, le travail a cherché à identifier les différentes sources de revenus. Vous avez par exemple des revenus du travail, que ce soit le travail public qui est au niveau du secteur privé. Bon, à un moment donné, on a essayé de distinguer le formel et l'informel, mais on n'avait pas suffisamment d'informations pour pouvoir faire des modélisations à ce niveau. Et là, on a essayé de voir parmi ces différents types de revenus, quels sont les revenus qui sont à risque et d'autres qui ne sont pas à risque. Une fois qu'on a identifié ces deux catégories, maintenant pour les revenus à risque, on se dit que de combien ces revenus-là vont diminuer. Donc la première approche, on se dit qu'on ne sait pas exactement de combien ça va diminuer, on n'a pas l'information, mais on va varier cette baisse-là, 10%, 20% jusqu'à 100%. Et ensuite, on se dit quel pourrait l'impact en termes de perte de revenus total, de pauvreté, d'inégalité et d'options de réponse de l'État. Mais dans la seconde approche, là, on se dit, voilà, à partir des informations disponibles qu'on a pu glaner à travers les études, les enquêtes, etc., la presse aussi, là, on a maintenant des pertes chiffrées, des baisses chiffrées. Et à partir de ces informations, là, on se dit maintenant comment ça va impacter les ménages en termes de revenus, de pauvreté, etc. Maintenant, à un moment donné, il était difficile d'aller vraiment à cette échelle individuelle-là, si vous voulez. Mais c'est possible à faire, hein, mais là, on ne l'a pas fait dans le cadre de ce travail. C'est-à-dire, par exemple, aller jusqu'aux individus, de dire, par exemple, est-ce que ça touche plus les femmes que les hommes? Est-ce que ça touche plus les jeunes ou bien les adultes, etc. Mais ça, c'est quelque chose qu'on pourrait envisager pour un peu approfondir la portée de nos analyses. Mais là, nous pensons que essayer de distinguer les incidences en termes de zones de résidence, urbain, rural, etc., mais également en termes d'activité, nous pensons que ça va vraiment dans le bon sens, déjà. Et ça peut donner matière à réflexion pour une plus grande efficacité de ces interventions. Maintenant, on pourrait aller en profondeur, hein, si vous voulez. On peut regarder le formel, l'informel, ce qui dépend peut-être du commerce transfrontalier, ou bien les hommes, les femmes, les questions d'âge, éducation, etc. Donc là, ça permettait de pousser l'analyse vraiment dans ce sens-là. Mais on n'est pas allé vraiment à ce niveau d'analyse-là. Voilà. Maintenant, Konaté, il est là? Konaté, il est là?
Professeur, Oui. juste pour rebondir à ce que vous étiez en train de dire par rapport au secteur informel notamment, je pense qu'il y a qui existe, excusez-moi, et qui recensait les petites et moyennes entreprises. Il n'y avait pas beaucoup d'informations dans la base, mais il y a quand même des indicateurs clés, notamment le chiffre d'affaires et les activités. Donc, je pense que ce serait un bon début d'analyse microéconomique. Oui, effectivement, parce que là, nous sommes vraiment à la recherche d'informations. Comme je dis, c'est un phénomène qui se développe. Donc, ça veut dire que l'information devient disponible au fur et à mesure qu'on avance. Et là, ça permettrait effectivement d'actualiser le travail. Là. Maintenant, je pense que ça ouvre la voie peut-être à des études additionnelles. Ça veut dire que si nous faisons le travail sur la base d'informations disponibles au moment où voilà, il fallait faire le travail. Mais après, 1 mois après, 2 mois après ou 6 mois après, quelqu'un peut reprendre le même travail et de dire, voilà, voici un travail qui a été fait sur la base d'informations disponibles. Mais nous allons reprendre le travail sur la base d'informations peut-être beaucoup plus riches et nous allons voir comment les effets redistributifs ont évolué entre temps. Et je pense que ça enrichit l'analyse là, parce qu'un travail ne clôt pas le débat. Donc, je crois que les perspectives sont ouvertes. Vous-même, vous pouvez décider, par exemple, de reprendre le travail. Parce que le travail, je crois qu'on l'avait finalisé au mois d'août. Mais vous voyez qu'entre août et maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Le phénomène a baissé en ampleur. Des enquêtes ont été faites entre-temps. Des informations nouvelles sont disponibles. Je crois que si quelqu'un est intéressé, il peut reprendre le travail. Et puis, sur la base de ces nouvelles informations, aller en profondeur pour des analyses plus approfondies. Voilà. Konaté, vous êtes là apparemment. Hein? Vous avez une question? Oui. Attendez, Konaté. Professeur. Oui, allez-y, c'est lui qui parle là, allez-y. Ok, je voudrais un peu aider le docteur Ponti dans ses analyses dans le secteur informel. Et précisément pour le cas de la Guinée, dans les activités informelles de la collecte des ordures précisément. Et par exemple, suite à la fermeture des frontières, l'équipement ne rentrait pas sur le territoire national. Et l'accès, disons, à la décharge avait causé problème. Et parce que les parents ne travaillaient pas, ils ne pouvaient pas aussi payer la mensualité. Donc, ça freinait en grandeur les activités de la collecte. Et on n'a pas fait une étude quantitative pour mesurer l'impact du Covid auprès de ces PME. Et qu'en pensez-vous, c'est le... Il faut activer le micro, professeur. Activer le micro, professeur. Voilà, donc je vais réagir à 2 ou 3 points qui ont été soulevés dans la messagerie ici. Bon, très rapidement. Hein. Bon, quelqu'un soulève une question intéressante relative à une option de politique envisagée par beaucoup d'États, à savoir la distribution alimentaire. Effectivement, parce qu'au Sénégal, on a eu ça, bien que ça n'ait pas allé relativement loin et que ça a pu donner lieu à beaucoup de débats en termes de qualité même des mécanismes de distribution. Effectivement, il y a beaucoup d'États qui ont envisagé cela pour dire que voilà, au lieu de donner aux ménages des revenus, donnons-leur directement des biens de consommation alimentaire. Et à un moment donné, il y avait ce débat-là. Quelle est la meilleure façon d'aider les ménages pour améliorer leurs conditions de vie? Est-ce qu'il faut leur donner un revenu ou est-ce qu'il faut leur donner des biens de consommation alimentaire? Mais de façon générale, l'économie a tendance à privilégier les transferts monétaires aux aides alimentaires. Parce que souvent, les aides alimentaires ont cet effet négatif de créer des distorsions sur les marchés. Parce que là, l'État va amener une offre et les structures privées qui se chargeaient de l'offre ici vont faire face à cette concurrence et pourraient même disparaître. Donc, c'est un peu la problématique générale de l'aide alimentaire qui pourrait déstructurer la production nationale. Donc, ça, c'est un élément important qu'il faut garder à l'esprit. Maintenant, autre chose, est-ce que les ménages ont réellement besoin, face à cette crise,
de manger? Ça, c'est la bonne question qu'on se pose souvent. Il se peut, par exemple, que les besoins soient ailleurs, peut-être en termes de soins de santé, peut-être en termes de confort même d'existence. Peut-être que les ménages ont fait suffisamment de réserves alimentaires pour pouvoir faire face à cette crise-là. Dans ce cas, aider les ménages, c'est par rapport à leurs priorités telles qu'ils la conçoivent. Donc, je crois que le ménage est en définitive, je veux dire, souverain, autonome et mieux placé pour savoir ses besoins et également ses manques. Donc, si vous lui donnez un revenu, il peut aller directement dans le sens de satisfaire les besoins qu'il connaît et puis de faire une allocation, je crois, optimale même de ses ressources. Donc, il y a vraiment ce débat-là à un moment donné. Bon, maintenant, les gens continuent dans ce sens. Mais chez nous, ce n'est pas aller trop loin parce qu'il y a eu quelques scandales parce qu'on s'est dit que peut-être le ministère en charge de cette distribution n'a pas été très transparent. À un moment donné, il était même convoqué par l'autorité en charge de lutte contre la corruption. Il a refusé de répondre à toutes les invitations. Donc, c'est pour dire que vraiment, c'est la portée pourrait être relativement limitée. Peut-être une dernière intervention de Doba. Oui, professeur. Oui, allez-y, bonjour. Allez-y, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, en fait, ma question est relative à... C'est pas une question en tant que telle, mais j'aimerais savoir est-ce que dans votre analyse, vous avez pris en compte le plan de riposte de l'État du Sénégal? Parce que l'État du Sénégal, à l'instar de beaucoup de pays africains, a mis en place ce qu'on appelle le fonds de riposte et de solidarité. Et je rappelle quand même que ce fonds était constitué de plus de 1000 milliards d'accords de francs CFA. Et beaucoup de ménages ont bénéficié de ce fonds. En fait, ma question, c'est comment vous avez traité cette information dans votre analyse? Parce que si vous êtes dans une perspective d'évaluer l'impact de la COVID sur l'industrie. Oui, Sabé, on a du mal à vous entendre là. Apparemment, il y a un problème, peut-être à mon niveau ou à votre niveau là. Mais j'ai compris votre question là. Donc, si vous voulez, je peux vous apporter des éléments de réponse. Oui, en fait, on part. Je vais essayer de mettre sous silence le microphone. Donc, on part d'une situation qui existe. On essaie de voir comment la situation a évolué, la crise a évolué. Quelles sont les réponses de l'État pour infléchir un peu sur la trajectoire de cette crise-là. Et ensuite, nous nous disons, voilà, quels sont les impacts, quels sont les coûts socio-économiques dans le point de vue des ménages et quels sont les effets redistributifs. Voilà, une fois qu'on définit cela, on revient maintenant aux options stratégiques de l'État pour pouvoir les évaluer du point de vue de nos résultats. Et là, ce qu'on a constaté, c'est l'État dit que voilà, nous avons ce plan de relance économique sociale, au Sénégal on l'appelle le PRES, donc qui a essayé de voir comment faire face à ce coût relativement très important auquel fait face ce coût par exemple pour les ménages mais également pour les entreprises. Alors à la lumière de nos résultats, on s'est dit que si on va aller dans le sens de résorber ces coûts relativement importants du point de vue des ménages, si on regarde ce plan de relance, on voit que l'accent est généralement mis sur les entreprises. Maintenant, nous pensons qu'effectivement, il y a un sens à cela. Le sens, c'est quoi? C'est que si vous aidez les entreprises à se remettre de cette crise, à relancer leur activité, c'est les entreprises qui vont créer des emplois. Et si les emplois sont créés, cela veut dire que c'est les ménages qui vont revenir et retrouver ces emplois. Donc, c'est les ménages qui vont retrouver leurs conditions de revenus et de bien-être d'antan. Mais nous pensons que ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a des emplois qui vont disparaître, il y a des activités qui vont disparaître. Donc, ça veut dire que si vous aidez même la relance de l'activité, il y a certains individus peut-être qui ne pourront pas faire de reconversion parce que leur emploi a effectivement disparu, mais le secteur d'activité a effectivement disparu. Donc, ça veut dire qu'il faut envisager maintenant une politique qui va directement aller dans le sens des ménages. Maintenant, autre raison, c'est que si vous essayez de relancer l'activité économique, nous avons vu que l'accent est soutenu du côté de l'offre, c'est-à-dire produisons davantage, relançons l'activité économique
développons nos capacités de production de façon à produire relativement rapidement. Mais le problème qu'on a à ce niveau-là, c'est que si vous produisez et que la demande ne suit pas pour acheter cette production-là, alors là, c'est une relance qui peut être relativement freinée par les perspectives de débouché du marché qui sont relativement limitées. Alors là, nous pensons que l'État doit pouvoir marcher sur ses deux jambes, c'est ce qu'on avait dit. Et ce plan de relance qui met l'accent sur les entreprises, mais également chercher à aider directement les ménages. Parce que vous verrez que dans beaucoup de pays du monde, les mesures qui visent à relancer l'activité économique sont généralement couplées à des mesures de soutien directement aux ménages. C'est le cas, par exemple, des États-Unis, où vous avez, par exemple, le programme de stimulus. Vous en avez beaucoup aussi. Hein. Bon, on pourrait dire que peut-être c'est des pays qui ont les moyens pour cela. Bon, mais je pense que quand on parle de 1000 milliards pour le plan de résilience, également la relance dont on parle là, nous disons que les transferts qu'on avait simulés, c'est moins de 50 milliards par mois. Ça veut dire que si vous mettez ce programme-là sur 4 mois, c'est 200 milliards. 200 milliards sur les 1000 milliards. Peut-être que les 800 milliards seront utilisés pour aider les entreprises, mais les 200 milliards vont aller directement vers les ménages. Donc, ça veut dire que les moyens sont là. Il suffit juste de réorganiser les outils interventionnistes pour plus d'efficacité et une priorité vraiment qui va aller dans le sens d'aider aussi bien l'offre que la demande. Voilà, donc on est arrivé au terme. Bon, je sais qu'il y a beaucoup qui voudraient intervenir. Maintenant, on est arrivé au terme de cette présentation, de cet échange. Donc, une fois de plus, je vous remercie pour votre participation. Maintenant, c'est une initiative qui est nouvelle. Cette première présentation que nous avons, c'est vraiment une phase de test pilote. Donc, ce qu'on va faire, c'est tirer les enseignements, par exemple, du point de vue technique, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de ratés au départ. Également, peut-être qu'il y a beaucoup qui ont voulu joindre, mais ils n'ont pas pu, parce qu'on se retrouve avec une soixantaine de participants, alors qu'au départ, on avait une liste de plus de 500 individus. Bon, j'imagine que beaucoup n'ont pas été intéressés, mais je pense que ceux qui sont intéressés, qui ont répondu favorablement, ça a dépassé 100. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer d'ajuster par rapport à cela. Ensuite, voilà, développer davantage l'initiative. Parce que ce à quoi j'avais pensé à un moment donné, c'est créer peut-être un compte YouTube. Et maintenant, toutes les présentations qui seront faites, on va prendre les vidéos, on va les poster sur YouTube. C'est une façon de continuer le débat. Parce que si vous avez cette vidéo YouTube, ça veut dire qu'en bas, vous aurez les commentaires. Donc, ça veut dire que si quelqu'un présente, voilà, il va recevoir ces commentaires qui vont lui permettre d'améliorer son travail. Mais également, ceux qui ont des mots à dire pour aider peut-être le présentateur pour améliorer la qualité de son travail, peuvent également aller à ce niveau-là pour poster des commentaires. Là. Voilà, donc nous sommes arrivés à terme et voilà, nous remercions tout le monde. Et puis nous en appelons également à tout le monde pour aller vraiment dans le sens de l'implication personnelle, mais également de chercher à fédérer tout le monde pour qu'on puisse réussir ce pari de dynamiser l'activité économique, en fait l'activité de recherche dans la plupart de nos universités au bénéfice de tout le monde. Voilà. Donc, nous voici donc arrivés au terme de cette présentation. Donc, je vais partager cette vidéo soit directement par email, ou bien je pourrais voir comment créer cette page YouTube et puis poster ensuite, partager le lien avec vous. Donc, dans tous les cas, vous serez informés et vous aurez la vidéo pour pouvoir revenir sur ce qu'on a présenté. Et je pense que le papier est également disponible, l'article est également disponible. Donc, ça permet d'aller en détail sur certains aspects qu'on a peut-être explorés ou qu'on n'a pas discuté en profondeur. Voilà, merci beaucoup. Et puis, peut-être on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle présentation. Et puis, voilà, on va partager l'information au fur et à mesure qu'on avance. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Hein.